Bonsoir à tous. Bonsoir. En 2015, ma directrice me suggère de faire une formation. Elle prépare son départ à la retraite et elle veut sécuriser mon avenir. Ça fait 14 ans que je suis dans cette maison. J'ai suivi quelques formations sur le plan de formation de l'entreprise, mais c'est tout. Peu importe la formation que je suivrai. Je comprends bien qu'elle a raison, c'est raisonnable sa proposition. Mais j'ai pas du tout envie d'aller faire une formation. Apprendre pour moi c'est difficile et ça a été longtemps douloureux. Je me résous à ces arguments et je me mets en quête de trouver une formation. Normalement, je suis bien placée puisque je suis une professionnelle de la formation. Moi, mes critères ont été la formation la plus courte, la moins loin et la moins dure. Et bien sûr, valider un papier qui reconnaisse mon expérience. Je me souviens plus très bien comment je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé un master en 342 heures. On ne pouvait pas faire plus court. En discontinu, c'est-à-dire quelques jours par mois, du mois de septembre au mois de juin. Et parfois, le hasard fait bien les choses. Il fait bien les choses parce que ce master que j'ai trouvé, qui s'appelait Master Fonction Accompagnement, était dispensé à l'université de Tours. Et il se trouve qu'à l'université de Tours, dans le département sciences de l'éducation, il y avait des professeurs qui étaient, je ne sais pas comment le dire, partisans de la construction du savoir. Alors certes, on était dans un cadre universitaire, avec une convention universitaire, et un objectif à la fin de l'année de soutenir un mémoire. Mais une fois ce cadre fixé, à l'intérieur, j'ai envie de vous dire que c'était libre. Et c'était libre, en respectant quelques règles, bien sûr, qui étaient de partir d'une question ou d'une problématique dans son métier. Bien sûr, d'assister à des cours, des savoirs froids, et de savoir les mêler avec son expérience. Et d'aller à la fin de l'année raconter oralement son mémoire et de le soutenir. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu une mention très bien. Et j'ai découvert avec cette expérience que j'aimais apprendre. C'était pas si évident pour moi à apprendre. Quand je suis rentrée à l'école à 3 ans, j'avais pas d'a priori. Je pense que mes parents me l'avaient bien vendu, l'école. Sauf que ça s'est pas très bien passé. Parce que j'aimais pas les chiffres, par exemple. J'étais fâchée avec les conjugaisons. Je confondais les accents. La conjugaison des verbes du troisième groupe, impossible. L'auxiliaire avoir non plus. C'était difficile. Daniel Pénac a écrit un livre qui s'appelle Le chagrin d'école. Et dans ce livre, il parle de la douleur d'être cancre. La cancrerie, c'est une douleur pour l'enfant, mais c'est une douleur aussi pour les parents. Moi, je me souviens très bien que c'était une douleur parce que je n'arrivais pas à expliquer pourquoi je ne comprenais pas. Et pourtant, j'avais des adultes qui essayaient de m'aider, mais ils ne comprenaient pas pourquoi je ne comprenais pas. Et puis souvent, la cancrerie, ça se conjugue avec les bêtises. Et de punition en redoublement, en internat,
j'ai réussi un petit peu à continuer jusqu'à un bac. Et au-delà du bac, toujours péniblement, jusqu'à l'université, avec une maîtrise de droit. Non, l'école, ça ne fonctionnait pas parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le jeu. Donc d'un côté, on avait l'ennui à l'école, la douleur d'être cancre, et puis de l'autre, il y avait le jeu. Le jeu et les promenades. J'avais un père qui était chef d'entreprise, une entreprise du bâtiment. Il était très très occupé. Et un de ses plaisirs, c'était d'aller faire des promenades. Et des promenades en forêt, à peu près par tous les temps. Mais particulièrement en automne, puisqu'en automne, nous allions cueillir des champignons. Quand on est une petite fille, c'est pas facile d'aller dans les bois, faut pas se perdre, faut surtout pas quitter des yeux l'adulte qui est devant. Bien sûr, on n'a pas la même taille et on se bat avec les fougères géantes, les toiles d'araignée, on se pique aux ronces, aux bocs de châtaigne, faut faire attention où on marche, et en plus, faut trouver des champignons. Et quand bien même on a trouvé des champignons, faut aussi les reconnaître. Moi j'ai du mal quand même à les trouver, ces champignons. Et quand on est une petite fille, au bout d'un moment, on est impatiente. Et mon père, pour calmer mon impatience, tout en marchant, repère un champignon. Je ne le vois pas. Il nous fait faire des tours et des détours. Et il nous fait repasser devant le champignon qu'il a repéré. Et oralement, il me dit regarde bien au pied du châtaignier, à côté de la fleur blanche, il y a une feuille rouge. Et je trouve le champignon. Plusieurs fois, il a utilisé ce truc pour calmer mon impatience. Et un jour, je me suis rendu compte du truc. Je me suis rendu compte du truc, et sans m'en rendre compte, j'avais appris mentalement l'itinéraire. Et j'avais appris à me repérer. On les cherche dans ma région, et la région où j'habite, c'est le Limousin. Et le Limousin, c'est une région particulièrement favorable aux champignons, pour plein de raisons. Une première des raisons qui n'est pas évidente, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est une région granitique. C'est une région où il pleut, et c'est une région où il y a des arbres. Beaucoup d'arbres. C'est pas des grandes forêts, c'est beaucoup de petites forêts et beaucoup de forêts de feuillus. Alors des chênes, des hêtres et des châtaigniers. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que le châtaignier est un arbre, ça y est, j'ai mangé le nom, acidophile. C'est-à-dire qui aime particulièrement les terres acides. Et le granit produit de la terre acide. Donc pour avoir un beau châtaignier, vaut mieux le planter en Limousin sur une terre acide. Sauf que de plus en plus, les feuillus en général et les châtaigniers en particulier, ils sont chassés par les résineux. Alors dans les résineux, il y a l'épicéa qui est notre arbre de Noël. Mais il y a aussi un autre résineux qui s'appelle le Douglas. Et le Douglas, c'est l'arbre en France qui est aujourd'hui le plus planté. Il est le plus planté parce que vraiment il a de belles qualités. Il a de belles qualités pour l'industrie. Il est imputrescible à cœur. Il est utilisé beaucoup dans la construction, mais la construction bois extérieur, les chalets, etc. Mais quand il est planté massivement dans un endroit, eh bien le Douglas il détruit tout. D'abord parce qu'il chasse totalement les autres espèces,
Et puis sa particularité, c'est qu'il est acidulé. Par exemple, quand les aiguilles tombent au sol, elles acidifient encore plus le sol. Et les aiguilles, elles, mettront 5-8 ans à se décomposer. Il acidifie tellement le sol que, par exemple, on dit qu'il y a 25% de vers de terre en moins. Et puis, bien sûr, cette acidité, elle va aussi être entraînée par les eaux, et les eaux qui vont être polluées, les eaux des ruisseaux. J'aime pas beaucoup les Douglas. D'ailleurs, s'il fallait s'en convaincre, quand on se promène en forêt, quand on se promène dans une forêt de feuillus, on entend beaucoup de choses. On entend les oiseaux, et puis il y a plein de choses. Hein. Il y a des herbes, il y a des plantes, il y a des arbustes. Ça vit. Quand on se promène dans une forêt de Douglas, c'est très sombre, et au sol, il n'y a rien. Et on n'entend rien, à part le vent. Quand on va aux champignons, c'est pas parce qu'on va aux champignons qu'on va en trouver. On est d'accord. C'est pas parce qu'on cherche un travail qu'on en trouve non plus. Moi, j'ai trouvé du travail en cherchant des meubles pour ma grand-mère. Ma grand-mère devait déménager, puis elle avait besoin de quelques meubles. Et dans un journal d'annonces gratuit, on avait trouvé un particulier qui en vendait. Et ma mère s'était chargée de prendre rendez-vous avec lui. Ils font affaire, et une fois qu'ils font affaire, entre personnes d'une certaine génération et en Limousin, on parle de tout, du temps, de la saison. Et ma mère se plaint des enfants qui ne trouvent pas de travail. Et même les enfants qui ont un diplôme, ils ne trouvent pas de travail. Et la personne à qui elle a acheté les meubles lui dit « Mais j'ai une amie qui cherche quelqu'un, faites-moi passer son CV. » Et donc on lui fait passer mon CV, et quelques jours après, je reçois un coup de fil qui me propose de venir à un entretien d'embauche. Je suis embauchée en CES, un contrat emploi solidarité, c'est le contrat aidé de l'époque, dans un organisme qui s'appelle le Fonds Gessif. Je ne sais absolument pas ce que c'est, je ne sais pas sur quelle activité il travaille, mais je suis embauchée comme chargée d'accueil et d'information. Mon job consiste à renseigner les usagers sur leur droit à la formation, et plus particulièrement sur un dispositif qui s'appelle le CIF, congé individuel de formation. Donc ce soir, ce dont je voulais vous parler, vous l'avez compris, c'était de formation et de champignons. Pour ce qui concerne la formation, on va partir d'un moment important dans l'histoire de la formation. On est après 68, les accords de Grenelle, extrêmement favorables cette période à un certain nombre d'acquis, et notamment en formation professionnelle. Suite aux accords de Grenelle, les partenaires sociaux sont conviés à négocier et à conclure un ANI, un accord national interprofessionnel. C'est un document par lequel ils vont, sur le papier, écrire ce que sera ce futur droit à la formation. Dans cette ANI, il y a plusieurs choses importantes. Donc c'est bien la création de ce droit, ce congé individuel de formation, qui est la possibilité pour tous les salariés de suivre une formation de leur choix, sans avoir à démissionner ou sans avoir à être licencié, tout en ayant une rémunération et tout en ayant une prise en charge du coût de la formation. D'autres choses sont importantes dans cette ANI qui va être repris d'ailleurs dans une loi de 1971, qui est la loi Delors.
Et on va y trouver deux autres choses. Le principe d'un financement de la formation et aussi un principe d'une gestion paritaire de cette formation. Et ces droits vont être inscrits d'ailleurs dans le Code du travail. C'est compliqué, la formation professionnelle. Ça dépend des statuts, ça dépend des organisations, ça dépend des entreprises. Il y a des organismes de formation, c'est assez complexe. D'ailleurs, les gens qui viennent nous voir souvent emploient l'expression parcours du combattant. Au fait, c'est quoi un champignon? Est-ce que vous voyez c'est un végétal. Bizarrement, un champignon, c'est ni un végétal ni un animal. Ça serait même peut-être plus un animal qu'un végétal. Alors on appelle champignon, nous, celui qui a un petit pied rond avec un chapeau, c'est ça qu'on appelle champignon. En réalité, celui-là, c'est plutôt le fruit du champignon. Parce que le vrai champignon, c'est plutôt peut-être celui qui est sous le sol. C'est celui qui est sous le sol et qu'on appelle le blanc du champignon, le mycélium. Et le champignon qu'on aime cueillir n'est que le fruit du mycélium. Les champignons, ils sont étranges. J'ai dit que c'était pas un végétal, c'était pas un animal. Il ne peut pas se nourrir, il n'a pas un système de nourrissage de champignons. Et pourtant, quand je parle du champignon, c'est du mycélium là. Et pourtant, il a besoin de se nourrir pour se développer. Et donc le mycélium, au départ, c'est une toute petite chose qui va grandir à peu près sous la forme d'un disque. Il va grandir, en se nourrissant de ce qu'il trouve autour. Donc son système, entre guillemets, de digestion et de manger, d'absorption est extérieur. À un moment donné, ce petit disque, l'intérieur va disparaître. Et puis il va rester un anneau. Et puis les filaments, ils vont continuer à grandir et à chercher et à s'étendre. En moyenne, un mycélium, ça grandit à peu près de 40 cm par an. Ça peut être un peu plus, mais c'est une moyenne. Du mycélium, il y en a partout sous le sol, mais on ne le voit pas. On estime que sur 1 mètre carré de sol, il y en a à peu près 3 kilos. En fait, on marche sur un réseau quand on marche dans la forêt. Les champignons, ils ont développé un mode de vie, 3 modes de vie. Donc on va trouver à peu près 3 sortes de champignons. On va trouver des champignons qui décomposent la matière, et on les appelle de façon savante les saprophytes. Et puis il y a des champignons qui parasitent un être vivant, c'est les parasites. Et il y a un troisième mode de vie qui est particulier, c'est des champignons qui s'associent. On dit qu'ils symbiosent, et ils s'associent avec un végétal. Ça peut être une plante, ça peut être un arbre. Il y a même des champignons qui sont malins, puisqu'ils peuvent associer 2 modes de vie. Par exemple, ils peuvent être saprophytes et parasites. C'est un peu comme dans la formation professionnelle. On pourrait avoir le sentiment qu'il y a des saprophytes et des parasites. Je m'explique. Tout à l'heure, on parlait du congé individuel de formation qui a été créé par l'ANI, qui a été repris par la loi. Et pendant quelques années, ce congé individuel de formation, il a dormi, il ne s'est pas bien développé. Il n'était pas bien utilisé. En fait, il était géré à l'intérieur des entreprises. Et pour qu'il puisse se développer, on a décidé de le sortir la gestion des entreprises et de les confier à des organismes. Ces organismes, on les a appelés au passif. Organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation. Parmi les opassifs, il y en a un, le FONGESIF.
Au départ, ces organismes sont des organismes de gestion. De gestion et d'administration. Alors de gestion parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'on avait créé le financement qui allait avec. Donc les fonds GESIF, ils vont chercher le financement dans l'entreprise, ils le récoltent et puis ils le redistribuent aux usagers qui demandent un congé individuel de formation. La gestion de l'organisme, elle est paritaire. Paritaire, gestion paritaire, ça veut dire que l'organisme il est géré par les partenaires sociaux. C'est clair pour tout le monde, les partenaires sociaux? Ok. C'est particulier la gestion paritaire. En 1945, les garanties sociales, elles sont gérées par les salariés. Mais elles sont gérées par les salariés selon un poids par rapport aux employeurs sur un rapport 75-25. Et 75% pour les salariés en poids. Les eaux passifs, là, fonds GESIF, c'est géré à égalité, 50-50. Plus grave, la participation à la gestion paritaire permet aux organisations de salariés et d'employeurs d'encaisser des sous. D'encaisser des sous pour la participation qu'ils ont à tous ces organismes. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a montré que à partir de la création de la gestion paritaire de ces organismes, il y a eu une démultiplication des organismes paritaires. Et évidemment, parce que ça permettait aux syndicats de vivre. Ça profite ou parasite. Donc la formation professionnelle, 1971, 2018, il y a eu beaucoup de réformes en matière de formation professionnelle. Et c'est comme pour les champignons. Pour les champignons, il y a des bonnes et des mauvaises années. Par exemple, moi je me souviens de l'année 1986 qui a été une année fabuleuse de champignons. À l'époque, j'étais étudiante en droit, très intermittente. Intermittente parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de cours et que je ne révisais pas beaucoup. Mais du coup, mon temps, je le passais beaucoup dans les bois et à la pêche. Et cette année-là, je pêchais dans un joli petit ruisseau. Et tout en pêchant, je regarde un petit peu à droite et à gauche et qu'est-ce que je découvre? Des champignons. Donc je replie mon matériel de pêche et je passe de la pêche aux champignons. Et je découvre dans ce magnifique petit bois un superbe spot d'un bolet qui s'appelle le bolet aérus. Et le bolet aérus, c'est le bolet d'airain. Bolet de bronze ou appelé tête de nègre. Et c'est pour moi un des plus beaux champignons. En formation professionnelle, il y a des bonnes années. On a vu au cours des années la création ou l'amélioration du dispositif. Par exemple, le congé individuel de formation, à l'origine consacré ou destiné uniquement à des salariés en CDI, en contrat à durée indéterminée, il a été élargi à des salariés en CDD, en contrat à durée déterminée. Et puis il a été élargi au travail temporaire. Et puis il a été créé le bilan de compétences. Et puis la validation d'acquis de l'expérience. Parfois, il y a des années où ont été créés des dispositifs auxquels on n'a peut-être pas beaucoup prêté attention. Et ça a été le cas d'un vilain petit champignon qui à l'époque s'appelait CTF. Alors CTF pour capital, temps, formation.
Vous pesez un peu la différence entre congé individuel de formation et capital, temps, formation. Bon, ça n'a pas trop bien marché, le capital temps, formation. Il est revenu quelques années après, mais sous un autre nom. Il se déguisait sous un autre nom, et le nouveau nom, c'était DIF. Droit individuel à la formation. Peut-être que celui-ci, au départ, il avait de bonnes intentions, ou il avait des intentions généreuses, qui étaient peut-être de dire la formation, elle profite un peu trop aux mêmes. Tout le monde n'en a pas assez et tout le monde n'en profite pas. Donc on va donner peut-être dans l'esprit moins de droits, mais tout le monde en aura un petit peu. Ça n'a pas trop bien marché. Et comme en formation professionnelle, on n'arrête pas de faire des réformes, arrive en 2014, c'était l'avant-dernière réforme, deux choses assez importantes. Le petit DIF, on lui change son nom, à nouveau, et puis on va l'appeler CPF, compte personnel de formation. Les mots ont leur importance. Les mots ont leur importance parce que c'est un compte dans lequel on va me créditer des heures. Si j'ai travaillé 1 an, on va me créditer au bout d'1 an des droits à formation calculés en heures. Et puis tous les ans, j'aurai un peu plus, 20 heures, puis 1 an de plus, 20 heures, et ainsi de suite. Le congé individuel de formation, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est maximum 1 an, et c'est principalement des gens, à l'origine, qui veulent soit se qualifier, soit se reconvertir, soit s'ouvrir à la vie sociale et culturelle. Bien sûr, c'est rarement plus d'1 an, mais c'est 1 an. Et les moyennes des formations, c'est 7-8 mois, dans le cadre de reconversion. Par contre, si on parle de CPF, de compte personnel de formation, combien d'années il me faudra, à raison de 20 heures par an, pour pouvoir me former complètement. En 2014 est créé un drôle de CEP. En fait, c'est un CEP, un conseil en évolution professionnelle. Là encore, au départ, l'idée, elle est bonne et moi, je la trouve généreuse. La formation professionnelle, c'est difficile, l'insertion, c'est difficile, l'emploi, c'est difficile. Et tout le monde s'accorde à dire que ça représente une complexité qui est difficile à gérer quand on a besoin de trouver une formation ou de trouver un emploi. Et donc, le principe du conseil en évolution professionnelle, c'est qu'il y a des conseillers qui sont... Leur mission, c'est de gérer cette complexité pour la personne. Que ça aille de la simple information au conseil ou carrément à l'accompagnement. Et sur tous les sujets qui sont liés au projet de la personne. Ce CEP, ce conseil en évolution professionnelle, en 2014, il est confié à ce qu'on appelle les Big Five. Les Big Five, c'est Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les jeunes, l'APEC pour les cadres demandeurs d'emploi, Cap Emploi pour les salariés handicapés, et puis OSO passifs, dont les fonds GESIF. Il faut dire que le réseau à laquelle j'appartiens
est parti au départ d'un réseau qui gérait des collectes et qui gérait des dossiers. Et quelques années après leur création, en 83, les partenaires sociaux ont compris qu'il ne suffisait pas d'avoir des droits pour que les gens puissent facilement les exercer. Et du coup, ils ont impulsé la création d'un corps de conseillers. Alors ça s'appelait peut-être pas comme ça au départ, mais ça date environ des années 97-2000. Et pour soutenir ce projet, ils ont fait un important investissement de formation. Et cet investissement de formation, ils l'ont soutenu pendant longtemps et pendant de nombreuses années, y compris jusqu'en 2014 à l'arrivée du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Quand j'allais aux champignons avec mon père, j'avais droit à... C'est pas des leçons de morale, mais... Moi j'aimais bien, alors la première des choses qu'on fait quand on arrive dans la forêt, on se trouve un bâton. Parce qu'un cueilleur sans bâton... voilà. Donc j'avais mon petit bâton. Et puis moi ce que j'aimais beaucoup avec mon bâton, c'était de fouetter, de casser les grandes fougères. Puis des fois, un champignon mauvais, comme on dit, et mon père, il m'expliquait que bah non, les fougères, il ne faut pas les casser. Et puis les champignons mauvais, il ne faut pas jouer au football avec. Et puis quand on ramasse un champignon, on le cueille délicatement. Et puis surtout, on repositionne bien les feuilles pour protéger le mycélium. D'ailleurs, il me disait, tu dois traverser la forêt sans laisser de traces. Sans laisser de traces, moi je veux bien parce qu'il y en a, ils en laissent. Hein. On trouve beaucoup de champignons écrasés quand on se promène en forêt. Et puis parfois on a l'impression qu'il y a tout un groupe de sangliers qui est passé. Parce qu'ils vont aux champignons avec des râteaux. Mais aller aux champignons avec des râteaux, c'est aussi abîmer le mycélium. Donc mon père, il essayait de m'expliquer qu'il y avait une éthique du chercheur de champignons. Il y a aussi une éthique du conseiller en évolution professionnelle. Je me souviens quand le conseil en évolution professionnelle est arrivé en 2014, avec mes collègues, on était un peu catastrophés. Parce qu'on s'est demandé, mais on ne sait pas faire ça, nous. Mais comment on va faire? Comment on va faire et prendre en charge cette complexité pour les gens? Et le réseau FONGECIF s'est mis au travail. Il a réfléchi et à force de réunions et d'échanges, ils ont créé ce qui était pour eux le conseil en évolution professionnelle. Une des philosophies de ce travail est d'être vraiment dans une relation d'accompagnement, dans une relation d'aide, certes, mais dans une relation qui aide. Et ça veut dire que si tu prétends accompagner quelqu'un et l'aider, eh bien, il te faut très exactement te placer d'où il part et là où il en est. Et l'aider à aller là où il veut aller. 2018, c'est pas une bonne année pour les champignons. Mais c'est vraiment pas une bonne année non plus pour la formation professionnelle. Au
moment de la campagne présidentielle, le candidat Macron l'avait annoncé. Il avait deux sujets principaux. Le premier, c'était il s'exprime pas comme ça, lui. Mais il faut éliminer les corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires, c'est les partis politiques et les partenaires sociaux. Puis il avait une deuxième idée, c'était qu'il allait faire de grandes choses sur la formation professionnelle. Parce que comme vous le savez, la formation professionnelle, eh bien, c'est la solution au chômage. C'est une solution magique, bien sûr. Il propose aux partenaires sociaux de négocier à nouveau un accord national interprofessionnel. Sauf que la feuille de route qu'il leur donne est extrêmement directive, et puis il ne leur donne pas beaucoup de temps pour négocier. On trouvera... Enfin, les partenaires sociaux finissent par convenir d'un accord, et dès le lendemain dans la presse, on parle d'un Big Bang. On parle d'un coup de tonnerre dans le monde de la formation professionnelle. Et on parle d'un coup de tonnerre pour plusieurs raisons. La première, c'est que la gestion, elle ne sera plus paritaire. L'État reprend la main. La deuxième, plus de congés individuels de formation. Ça disparaît. La troisième, les conseillers en évolution professionnelle qu'on avait inventés en 2014, ben on va les garder parce qu'on en a quand même besoin, mais on en a besoin de beaucoup plus. Ils ne sont pas assez nombreux. Et pour qu'ils soient plus nombreux, ben on va ouvrir le marché du conseil en évolution professionnelle. Alors, avec mes collègues, quand on est conseiller dans un FONGICIF, ou au moins il y a encore pas longtemps, s'il faut passer une heure avec quelqu'un ou aider quelqu'un pendant une heure, et ben c'est une heure. Et puis s'il faut 2 heures, ben ça sera 2 heures. Et puis s'il faut 3 heures, ça peut être 3 heures. Et puis on peut ne pas se voir pendant quelques mois et se revoir parce que à nouveau il y a une question ou il y a un besoin. Mais si demain le marché est ouvert du conseil en évolution professionnelle, vous comprenez bien qu'on rentre dans un modèle économique où le temps va être de l'argent. Cette loi, elle a été votée au mois d'août. Ah mais je ne vous ai pas donné son nom. Cette loi s'appelle « Liberté pour choisir sa transition professionnelle ». Elle a essayé d'être vendue et marketée par le gouvernement comme étant un pendant à tout ce qui s'était passé avant par rapport au contrat de travail. Et elle est vendue plutôt comme de la sécurisation. Alors la sécurisation, on va ressortir, vous vous souvenez du petit champignon là qui sentait pas bon, qui s'appelait Capital Temps Formation, CPF, puis qui avait un peu évolué, puis qui s'est appelé DIF, et puis qui avait encore un peu évolué, qui avait changé de nom, qui s'appelait CPF. Et ben, filles du congé individuel de formation, vive le CPF, puisque demain, toute formation, ou la plupart des formations, passeront par ce compte personnel de formation. Et votre compte ne sera plus crédité en heures et en droits de formation, mais en argent. C'est un vrai compte. Et donc, j'aurai travaillé 1 an, et ben, au bout d'1 an, j'aurai droit à 500 €. Et puis, si je travaille encore 1 an, 500 € de plus.
et ainsi de suite. Mais il y a un plafond quand même, hein, il y a un mur. Ça ne sera pas plus de 5 000 euros. Alors, il y en a qui obtiendront un petit peu plus. Mais parce que, je sais pas, ils n'ont peut-être pas bien travaillé à l'école, c'était des cancres, et ils auront des abonnements, ils auront droit un petit peu plus. Jusqu'à 8 000 pour certains. Puis ce qui est formidable, c'est qu'on va tous avoir dans nos téléphones une appli. Et cette appli, elle nous préviendra de combien on a gagné. Mais du coup, si elle nous prévient combien on a gagné, on saura aussi combien on pourra dépenser. Sauf que je ne pourrai dépenser que ce que j'ai. Juste avant, paraît-il, l'adoption définitive de la loi, les partenaires sociaux ont réussi à faire admettre le principe d'un CPF un peu plus développé et qu'on appellera un CPF de transition et qui permettra, pour ceux qui en auraient besoin, de faire une formation un peu plus longue que leurs 500 €. Pour vous donner un ordre d'idée, un congé individuel de formation, ça dure en moyenne 7-8 mois, c'est une moyenne. Et à peu près tout compris, c'est-à-dire salaire, charge et coût de formation, 25 000 €. Mais en 7-8 mois, alors c'est pas beaucoup, mais en 7-8 mois, je peux faire une complète reconversion. Et puis, valider un diplôme. Je suis pas bonne en calcul, j'aime pas les chiffres, moi j'étais cancre, donc j'ai pas encore calculé, mais à coût de 500 € par an, il va vous falloir combien d'années pour aller jusqu'au bout de la formation que vous souhaitez? 50 ans. Le réseau FONGECIF, mais pas que le réseau FONGECIF, beaucoup de professionnels de ce milieu-là sont inspirés par des universitaires, par des sociologues qui les aident à travailler et penser leur pratique professionnelle. C'est le cas d'un monsieur qui s'appelle Yann Le Bossé. Et Yann Le Bossé, il est psychosociologue à l'Université de Laval à Montréal. Et il explique quelque chose d'intéressant, Yann Le Bossé. Il explique que les pratiques sociales, dès le départ, elles ont été pensées pour combler des manques. Il te manque quelque chose. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Il te manque des compétences. Donc on va t'aider à récupérer des compétences. Et après, il n'y aura plus de problème. C'est faire fi, certes, il y a des raisons ou des conditions personnelles, mais c'est quand même faire fi de conditions structurelles, c'est-à-dire l'organisation de la société et comment sont réparties les richesses. Il y a des champignons qui entretiennent des relations privilégiées avec des arbres. Ainsi, certains préfèrent les châtaigniers, d'autres préfèrent les hêtres, ou d'autres les chênes. En fait, ce mycélium, qui va grandir et s'étendre, et pour les champignons qui symbiosent, qui s'associent, il va chercher à rentrer en contact avec les racines d'un végétal et le plus généralement d'un arbre. Et la racine, enfin, le mycélium, les filaments du mycélium vont s'associer aux racines de l'arbre. Et ils vont faire des échanges tous les deux. L'arbre, lui, il est riche en sucre. Et
Le champignon, lui, il a besoin de sucre, mais il ne le fabrique pas, il ne le trouve pas. Par contre, le mycélium, lui, sait bien trouver certains éléments organiques que ne trouve pas et que ne fabrique pas l'arbre. Et c'est ça leur symbiose et leur échange. C'est-à-dire que l'arbre, à l'automne, par exemple, la sève, elle descend. Et dans la sève, il y a du sucre. Et il va faire descendre le sucre dans ses racines. Il y a quand même beaucoup de champignons qui... Enfin, les champignons, ceux qu'on voit, qui poussent à l'automne. C'est pas un hasard. Et on appelle cette relation la mycorhisation. Quand je regarde un peu en arrière, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens avec qui j'ai mycorhisé. Ou qui m'ont aidé. Je peux vous l'avouer, dans ma tête, moi je les appelle des sautadours. C'est mes petits sautadours à moi. Les sautadours, en langue limousine, c'est une petite échelle qu'on met au-dessus des barbelés pour passer d'un champ à un autre ou pour passer dans un bois sans s'érafler au barbelé. Je pense par exemple à une vieille institutrice qui avait pris des feutres de couleur et qui m'avait expliqué comment fonctionne une phrase. Et elle avait pris un feutre de couleur pour me montrer ce qu'était le nom. Elle avait pris une autre couleur pour montrer ce qu'était un verbe. Et encore une autre couleur pour montrer le complément et l'adjectif. Et c'est comme ça que j'avais réussi à comprendre comment pouvait fonctionner une phrase. J'en ai parlé tout à l'heure, un de mes sautadours, c'est aussi mon ancienne directrice. Parce que elle ne m'a pas seulement encouragée à aller suivre une formation où je n'avais pas envie d'aller. Elle a fait bien plus. C'est qu'une fois que je suis revenue avec mon beau diplôme, pendant 6 mois, elle m'a accompagnée en tutorat. C'est-à-dire, elle m'a transmis les trucs et astuces de son métier. Et elle n'était pas obligée de le faire et elle l'a fait bénévolement. Moi, quand j'étais enfant et que j'étais cancre, j'étais persuadée que j'avais atteint des limites. Et j'étais persuadée qu'il y en a, ils pouvaient atteindre cette limite, puis il y en a d'autres qui pouvaient atteindre cette limite-là. Et tout ce chemin et toute cette expérience m'a fait comprendre que les limites, on pouvait les dépasser. On a compris que d'un côté, il y a une remise en cause d'un modèle social, et que de l'autre, on nous vend quelque chose comme une loi qui s'appelle liberté et qui est censée compenser ou sécuriser. Liberté, vraiment, je ne crois pas du tout. S'émanciper, c'est un processus. Apprendre, c'est un processus. Sortir de la cancrerie, c'est un processus. Le champignon, c'est un processus. L'éducation populaire, c'est un processus. Apprendre à avoir une analyse critique, analyser, échanger et construire ensemble, tout ça, ça fabrique des outils qui permettent de s'émanciper. Alors demain, c'est quoi? C'est un CEP émancipateur à la mode de mycélium et mycorhize, ou c'est un CEP adéquation et prescription? Demain, c'est un CEP qui me permet de choisir ou qui me permet de décider. Demain, c'est un CEP avec un pouvoir d'achat, ou est-ce que c'est un CEP avec un pouvoir d'agir? En ce moment, dans mon réseau,
il y a pas mal de pots de départ. Bah forcément, puisque le CIF, il n'existe plus, et que le conseil en évolution professionnelle, il va être ouvert à un marché. Toute personne qui répond à la... Enfin, tout le monde va être autorisé à répondre à cet appel à projet. On attend un cahier des charges, déjà. Donc, une fois qu'on lit le cahier des charges, ben, on peut y répondre, et toute personne est autorisée à y répondre. Donc, comment vont-ils choisir? Alors, on sait que l'opérateur CEP, il y en aura un par région. Comment vont-ils le choisir aujourd'hui? On ne sait pas. On sait simplement qu'il y aura des critères de proximité. C'est-à-dire, vous avez des boutiques qui... Alors, c'est pas impossible, hein, mais vous avez des boutiques qui font du conseil et de l'accompagnement à distance. Il y a des technologies aujourd'hui qui le permettent, mais quand même. On sait qu'un des critères sera la proximité. Or, on a un peu étudié nos futurs concurrents, si on est encore dans la course, et beaucoup de ces concurrents-là sont des grosses boîtes et des gros cabinets qui ont des sièges dans les grandes villes et qui à l'instant présent, sont pas forcément, comment dire, en territoire, ni en zone rurale d'ailleurs. Pour info, dans la presse, et c'est public, hein, pour info, il y a déjà des entreprises, des réseaux qui annoncent qu'ils seront candidats. Et on assiste à des boîtes qui fusionnent entre elles pour être les plus grosses possibles, et puis surtout pour pouvoir, comment dire, gérer toute la chaîne. Alors je vous donne un exemple. Dans le sud-ouest, il existe un organisme de formation, dont je tairai le nom, mais qui est assez connu et qui forme notamment à conduire des gros camions. Tout récemment, cet organisme s'est marié avec l'autre organisme de formation qui fait la même chose dans le sud-ouest. Et non content de ça, les deux sont rentrés dans une holding, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, dans lequel il y a d'autres entreprises. Et dans les autres entreprises, il y en a une qui est une entreprise de travail temporaire. Mais du coup, si tous là, ils emportent le marché du CEP. Donc on comprend bien la chaîne. Moi, je vais voir un conseiller CEP. Et puis ce conseiller CEP, il va peut-être me conseiller de faire un métier dans la conduite des gros camions. Et puis, bien sûr, il va pouvoir m'indiquer un organisme de formation. Et une fois que j'aurai fait ma formation, eh ben, il va pouvoir me trouver du travail. Je pense que je caricature à peine. Donc, il y aura un appel d'offres. Et toute personne peut répondre à cet appel d'offres. Dans mon réseau, Fongesif, on est 900 salariés. On estime à peu près que 50% d'entre nous travaillent sur la gestion et la partie administrative et que 50% travaillent en contact avec le public. Donc en ce moment, il y a pas mal de pots de départ. Puis arrive dans ma boîte mail des mails un petit peu bizarres. Et j'ai souhaité ce soir vous lire l'extrait d'un mail que j'ai reçu la semaine dernière. Ce mail, il vient d'un collègue qui a fait le choix de ne pas rester. Parce qu'il ne s'imagine pas conseiller en évolution professionnelle dans le système qui est en train d'être mis en place. Et voici ce qu'il nous a écrit. J'assiste impuissant à la dislocation d'un bel outil de travail et au risque de disparition d'une compétence collective et innovante qui était au service de l'intérêt général et des plus humbles en particulier. Concernant le CEP, il y va de la préservation d'un patrimoine de valeurs et d'un beau savoir-faire, construit collectivement.
Avant, quand on se formait à un métier. Et d'ailleurs, quand on se formait, on avait le papier qui disait « je suis plombier, je suis électricien, je suis peintre, je suis boulanger ». Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais à un moment donné, la formation, alors, il y avait bien des matières, hein. On apprenait, je ne sais pas, moi, les brûleurs gaz, ou la soudure, ok. Mais à un moment donné, on a raisonné et on a parlé en bloc de compétences. Et puis, un diplôme, il a été décomposé en blocs. Ok. D'accord. Mais si le principal moyen de se former, c'est avoir des sous, mais qui ne me permettent que d'acheter un bout, j'aurais beaucoup de difficultés à aller sur la totalité. Mais ça veut dire que, du coup, on ne raisonne plus en termes de métier. On raisonne en termes de tâches. Parce que demain, ce dont on a besoin, bah, finalement, ce n'est pas des gens hyper qualifiés et qui connaissent des métiers, on s'en fout. Ce dont on a besoin, c'est de salariés agiles. Agiles. Et donc, ont des petites compétences ou des micro-compétences, parce que, par exemple, lundi, il y a un besoin ici. Je sais pas, je vais conduire un Fenwick, mais le mercredi, ben, j'aurai un autre contrat ici, où là, on me demandera, je sais pas, faire un inventaire, j'en sais rien, mais le vendredi, on me proposera un troisième contrat ailleurs sur une autre micro-compétence. Donc, d'un côté, on détruit un peu le code du travail, on détruit le contrat. De l'autre, on ouvre des comptes. Et puis, on découpe et on saucissonne la formation et les diplômes. Et quand on assemble le pulse, ben, ça fonctionne. Dans les forêts de l'Oregon, l'Oregon, c'est un État des États-Unis sur la côte ouest, au-dessus de la Californie. Pousse un étrange champignon. Ce champignon s'appelle le matsutake. Et ce champignon, il ne pousse que dans les forêts détruites. Et dans l'Oregon, il y a beaucoup de forêts détruites puisqu'il y a eu une grosse industrialisation de la forêt. On dit que ce champignon, il pousse sur les ruines du capitalisme. Je ne voudrais pas qu'on se quitte. Ouais, parce que quand on est cueilleur de champignons, c'est plutôt secret, les champignons et les coins. Les cueilleurs sont plutôt taiseux sur la question. Mais quand même, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que je vous donne un de mes coins champignons. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ? Alors, vous avez ici la région Nouvelle-Aquitaine. Ici, vous avez un département qui s'appelle la Haute-Vienne. Juste en dessous, vous avez la Dordogne. À la limite de la Haute-Vienne et de la Dordogne, ici, il y a une petite rivière, mais vraiment toute petite, qui s'appelle la Dronne. Et là, ici, j'ai un spot à champignons de Boletus aerus. Merci. Ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est que
la principale entrée de la formation, ça sera via le CPF. Mais dans le CPF, tu n'as pas le droit de choisir n'importe quelle formation. Tu n'as le droit de choisir que ce qu'on appelle des formations éligibles. C'est-à-dire que des gens ont décidé qu'elles étaient éligibles. Un des critères d'éligibilité, c'est une inscription au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de formations, ben, les gens ils pourront toujours les faire, mais avec leurs économies. Voilà, il y a quand même certaines formations qui ne seront pas inscrites au RNCP qu'on pourra faire, mais celles-ci, elles seront destinées au marché libre. Et oui, parce que demain, si on analyse la réforme là, qui vient d'être adoptée, on considère que les grandes entreprises, elles seront sur le marché libre et elles n'ont plus de contraintes, plus d'obligations. Donc, elles auront droit, c'est elles qui payent, donc elles choisissent ce qu'elles veulent. Et elles auront le droit de choisir la formation qu'elles veulent, y compris celles qui ne sont pas inscrites au RNCP, qui est un minimum. Alors, une inscription d'une formation au RNCP, il y a du pour et du contre. C'est pas pour rien que ça a été posé comme ça, parce que pour les syndicats salariés, c'était justement pour éviter des formations qui ne sont reconnues par rien. Il fallait arriver à donner un papier aux salariés, qu'ils puissent dire, bah, tu vois, j'ai un papier, là il y a marqué, je suis plombier. Mais ça veut dire que si je suis marqué plombier, j'ai un métier, j'ai une qualification. Demain, j'ai un bout de compétences. Et puis, dans le marché de la formation, il y aura un marché un petit peu contraint qui sera celui plutôt pour les petites et moyennes entreprises. Et pourquoi il sera contraint? Parce que pour celui-ci, il y aura des fonds mutualisés. Mais par contre, les entreprises n'auront pas le droit de choisir n'importe quelle formation et elles devront passer par des OPCO. Alors, les OPCO. Donc, Z. Les OPCO, c'était... Alors, il y avait les fonds GESIF qui étaient des OPACIF, vous vous souvenez? Et les OPACIF, eux, leur job, c'est plutôt d'aider et de gérer la formation pour les salariés. Et à côté, on en avait créé un autre qui s'appelait OPCA. Mais c'est le même, sauf que lui, l'OPCA, son rôle, eh ben, c'est d'aider l'entreprise et de gérer la formation pour l'entreprise. Et avec la réforme qui vient d'arriver, on supprime les OPCA et on les transforme en OPCO. Je simplifie, mais voilà. Et du coup, pour en revenir au marché, le marché contraint pour les petites et moyennes entreprises, elles devront, pour utiliser des fonds mutualisés, obligatoirement passer par l'OPCO. Et la troisième partie du camembert, c'est une partie, c'est la grande distribution. C'est-à-dire, pour répondre à la question, là j'utilise avec mon appli mon CPF. Et j'achète directement sur mon appli la formation dont j'ai envie. Et pour répondre à ta question, non, j'ai très peu de chances de pouvoir demain choisir la formation que je veux si elle n'est pas éligible au CPF. Voilà.